Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes en live Facebook et également à la radio. Et nous avons avec nous nos invités qui sont là. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Ariane Albers, la responsable de l'association Les Enfants de la Chance 974. Oui, et madame? Je suis Madame Jeanne Toulsi Odeyen et je suis aussi bénévole au sein de l'association Les Enfants de la Chance 974. Alors, je vais vous laisser nous expliquer ce qu'est cette association et quelle est sa vocation. Je vais me mettre debout, rapprocher un peu le micro, je vous laisse parler. Alors, la vocation de l'association, elle n'a qu'un seul objectif, c'est aider toute personne, que ce soit un enfant, un jeune, un adulte, qui sont en difficulté, en situation handicapante, qu'elle soit temporelle ou constante, de façon à l'aider à réussir son inclusion. Dans le sens où, prenons un exemple d'un jeune avec un trouble du comportement envahissant, qui parfois est accompagné de violence, mais c'est pas évident de pouvoir les insérer dans une classe, et parfois leur réputation les précède, ce qui fait que les inscriptions sont même très difficiles. Et donc, pour pouvoir réussir cette inclusion, on fait tout un travail en amont, de manière à ce que ce jeune puisse pouvoir gérer ses émotions, son comportement, mais en parallèle, il y a des formations pour les adultes encadrants, de manière à être tous sur la même longueur d'onde pour réussir cette inclusion. Très bien. Quel est l'historique de l'association? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure en antenne. Oui. Qu'est-ce qui a amené cet assaut? Alors, l'historique et l'origine part de ma fille, Oui. Céleste, qui était... Il faut savoir que l'histoire part de Belgique. Et en enseignement spécialisé, qui correspond aux Ulysses à La Réunion, les professionnels, que ce soit enseignants ou les professionnels médicaux, me confirmaient, lorsqu'elle avait 10 ans, qu'elle ne pourrait plus progresser et qu'au mieux, on atteindrait, avec beaucoup de chance, le niveau d'un enfant de 4 ans. Aïe. En tant que maman, entendre que c'est tout ce que j'ai à faire, c'est faire le deuil de l'enfant que je pensais avoir. Malheureusement, c'est des choses qu'on entend encore actuellement. J'ai pris la décision d'arrêter de travailler. Non pas pour prétendre de faire mieux, mais pouvoir regarder ma fille dans le blanc des yeux en disant « on a tout tenté ». N'étant pas du tout dans ce milieu-là, la seule chose que j'avais à m'apporter, c'était l'observation. Aussi bien son comportement, sa manière d'être, que le mien. Et là, je me suis rendu compte que l'un et l'autre, on avait un impact terriblement important. Et d'une manière complètement intuitive, j'ai mis en place un environnement qui se conjugue aux neurosciences. Et ce qui s'est confirmé par la suite, et surtout par rapport aux résultats. Parce que il faut savoir que quand je vous parle, donc lorsque Céleste avait 10 ans, Céleste avait un comportement autistique, avec tout ce qui accompagne les stéréotypes. Elle ne parlait pas. Elle était accompagnée de crises d'épilepsie également. Et que après 18 mois, j'ai retrouvé une toute autre petite fille qui était très intéressée, qui parlait, qui à la limite était bien trop en élan vers les personnes. Donc on a dû un peu recalculer le truc et refréner. Mais surtout les parents des autres enfants qui étaient dans sa classe, par exemple, quand ils ont vu le résultat, ils ont dit « t'essayerais pas avec mon enfant ». Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai été amenée à aider d'autres enfants et on est arrivé au même résultat. Bien sûr, ça a fait ricochet sur des professionnels, Oui. 3 pédagogues belges qui m'ont encouragée de partager ma manière de travailler et de créer une association qui est devenue Les Enfants de la Chance en Belgique en 2011. Et pour relier ça avec La Réunion, en 2013, c'est La Réunion qui m'invite à venir donner une formation de ma manière de faire pour des professionnels au niveau de la santé et de l'enseignement. Comme le matin, c'était le partage de ma théorie, si je puis dire, si on peut appeler ça comme ça, et l'après-midi, j'avais demandé ce qu'il y ait des marmailles de profils différents qui soient présents pour pouvoir appliquer directement ce qu'ils avaient entendu le matin avec les enfants. Il y avait des objectifs des parents. Et ils ont été très surpris des résultats en 5 jours, à raison de 2 heures par jour. Et là, de nouveau, il y a eu cet enthousiasme et ils m'ont dit, écoute, il faut que tu reviennes. Absolument. Et créer un projet pilote ici à La Réunion. Et ce projet pilote a eu lieu en 2015-2016
avec un tout nouveau échantillon de 3 à 22 ans, de nouveau des profils complètement très différents, qui prouvent que des résultats démontrent que la manière de faire, que cet environnement conjugué aux neurosciences, eh ben, il est porteur et il permet cette inclusion. Donc l'exemple que je vous disais d'un jeune homme en situation de TDAH, donc trouble du comportement envahissant avec violence, eh bien en 6 mois, ce jeune, il a changé de tout au tout. Et donc pour lui c'est une identité, et même pour les autres, par rapport à tout le profil, ils ont développé une identité sociale, une identité culturelle, une identité scolaire, et même semi-professionnelle, parce qu'il y avait des essais lors de ce projet Pilote pour des formations professionnelles dans le cadre de ce projet. Concrètement, Céleste, avec quel âge quand les médecins ont diagnostiqué 10 ans. 10 ans. Ça s'est passé en quelle année? En 2007. En 2007. Vous avez mai 2007, et j'ai arrêté de travailler en juillet 2007, le temps de prendre la décision. D'accord. Voilà. Vous avez donc pris la décision de ne pas trop écouter les médecins, quelque part. Et vous avez arrêté de travailler. Vous avez dit qu'au bout de 18 mois, ça s'est arrangé. Mais comment se sont passés ces 18 mois? Racontez-nous. Ça veut dire que on est face à un enfant qui ne parle pas, qui au niveau moteur, elle peut ne pas attraper une balle. Donc pour vous dire, il n'y avait aucune synchronicité. Et donc j'ai tout repris à zéro. D'accord. Donc la maison s'est transformée en, vous savez, qu'on fait pour les enfants, là, le tour du monde. Oui. Et ça restait comme ça. Et puis je l'ai observée, et puis je voyais que elle s'intéressait, je sais pas, aux chiens. Oui. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que les animaux avaient un impact, mais terriblement important. En fait, Céleste était mon guide, parce qu'à travers elle, c'est ce qui a créé aujourd'hui l'apprentissage sans mur. Et puis là, je me suis rendu compte que, à partir du chien, je me suis dit, donc on est dans le ici et maintenant, je me suis dit, comment lui inculquer l'apprentissage de la lecture, des mots, du langage, des mathématiques. Et tout est parti par rapport à l'intérêt des animaux. Impressionnant. Et je vous donne juste une petite anecdote. Ça veut dire que quand on fait l'enseignement à domicile en Belgique, et c'est pareil en France, donc on est soumis à un contrôle de l'éducation nationale ou la communauté française pour la Belgique. Et donc il y avait l'inspecteur qui demandait de démontrer ce qu'on faisait. Et donc elle avait amené tous ces petits animaux. Et bien sûr, au début, l'inspecteur prend un tel animal, c'est quoi? Donc c'était du vocabulaire, c'était le zèbre, l'éléphant, le chien. Et puis il dit, mais c'est très bien, tu connais tous les noms des animaux, tu peux ranger. Et Céleste qui lui dit, mais c'est pas fini. Alors, il dit, comment c'est pas fini? Et comme on était dans les sons complexes, donc elle avait ces petits pictos avec en, ou, tout ça. Et elle a commencé à faire du classement. Donc le loup avec le son OU, le veau avec le son EAU, et ainsi de suite. Donc on est parti au départ au classement. Et puis il dit, waouh, c'est vraiment... Et donc il demandait de lire les pictos. Il dit, mais c'est bien, tu fais des grands progrès. Ben, tu peux ranger, j'ai vu. Mais c'est pas fini. Et donc je travaillais aussi, je complétais avec du matériel Montessori. Donc, par exemple... on triait les animaux 2 pattes, 4 pattes, et avec les perles Montessori, elle faisait le dénombrement de 10. Et donc c'est comme ça qu'elle a appris, c'était l'entrée pour les mathématiques et le dénombrement. Et voilà, et puis, tu peux ranger, mais c'est pas fini. Donc, elle a pu classer les animaux par rapport aux zones géographiques au niveau d'un plan du monde, et ainsi de suite comme ça. Et la classification, bien sûr, animale, selon qui faisait partie de telle ou telle catégorie. Donc, avec une enfant qui n'avait aucune compétence, même cet inspecteur, il a dit, mais comment vous avez fait? Donc, et c'est simplement l'écoute. On part de l'intérêt de l'enfant, on s'observe pour éviter de mettre du stress, car c'est toute la base des neurosciences. C'est un environnement serein. Car à partir du moment où on est dans le stress, ça veut dire que la sérotonine, qui est le neurotransmetteur qui permet le bien-être, qui permet les apprentissages, il se met à zéro. Et c'est le cortisol qui prend le dessus. Donc ça fait effet de balance. Et tant qu'il y a le cortisol, je vous mets au défi de vous apprendre
quoi que ce soit dans ces conditions-là, ça fonctionne pas. Et particulièrement pour ces enfants qui sont hyper sensibles à leur environnement. Donc ça, je me suis rendu compte, c'était la condition numéro 1, un environnement serein pour pouvoir mettre en place et pouvoir faire développer cette sérotonine qui est en fait le moteur de tout. La neuroscience, rapidement, c'est quoi? La neuroscience, c'est simplement se dire que le cerveau et les neurones ne sont pas figés, que tout est possible, parce qu'à partir du moment où on met des bonnes conditions, eh bien, il y a la plasticité neuronale. Et donc, il y a des outils pour mettre ça en place. D'abord, un environnement serein pour pouvoir développer donc cette sérotonine. 2, il y a la méditation. 3, il y a la neuronutrition. Ça veut dire que c'est pas tout de mettre du bien-être, mais la nourriture a beaucoup d'importance. Ça veut dire que le cerveau, il fonctionne pas tout seul. Il travaille en relation très étroite avec le cerveau du ventre, qu'on appelle le cerveau entérique. Et malheureusement, la première chose qui m'a frappée ici à La Réunion, c'est le taux du sucre. Et c'est le poison numéro 1 pour nos neurones. Aïe. Donc, voilà. Et ben voilà, donc, maintenant, toutes les familles que j'accompagne, on ne revoit pas non plus toute l'alimentation, mais il y a quand même des éléments clés à respecter. Et alors, lors d'une conférence en 2014 que j'ai donnée, j'ai partagé l'expérience que j'avais eue avec ma propre fille, qui est le neurofeedback dynamique. Le neurofeedback dynamique, en quelques mots, c'est une méthode de bien-être qui n'est pas du tout médicale, mais qui permet aux neurones de pouvoir mieux fonctionner. Comment vous dire ça en quelques mots? Moi je prends mon petit copion. Donc par le système, le cerveau se réorganise selon ses propres besoins pour mettre en place le changement positif et durable. Ça veut dire que le protocole, il est le même pour tout le monde. Et il est valable, la méthode est valable pour tout le monde parce que personne vit sous cloche. On est tous impactés par notre environnement. Et les petites claques qu'on reçoit dans la vie de tous les jours, si ça se répète, ça se marque au niveau neuronal. Et donc l'idée est de pouvoir... Bon, on a un courant électrique qui naturellement fonctionne dans notre cerveau, sans ça nous on ne fonctionnerait pas. Et c'est réguler ce débit de manière à ce qu'il y ait une harmonie au niveau des neurones pour pouvoir fonctionner à plein régime et pouvoir fonctionner surtout cette neuroplasticité. Et à partir du moment où on a des marquages de notre histoire, eh bien, ça fonctionne moins bien. Et le neurofeedback dynamique permet cette régulation qui permet également de, comme par ricochet, se répercuter sur tout le système du corps. Donc, on ne peut pas dire, donc, comme je vous disais, que c'était un apport médical, mais il amène du bien-être à tout le monde. Et particulièrement pour les personnes en situation handicapante, particulièrement les enfants qui sont chez leur thérapeute et tout, la force du neurofeedback, c'est qu'on leur demande rien. Ils ne sont absolument pas sollicités, il n'y a aucun stimuli à répondre. Et donc, ce n'est que dans le plaisir, et ça c'est la force du neurofeedback. Donc la base est donnée sur le son. Donc l'information au cerveau, c'est le son. Et donc concrètement, l'enfant choisit son petit dessin animé, il regarde son petit dessin animé, et pendant ce temps, ses petits neurones travaillent, se régulent, et comme on est dans l'inconscient, on a des résultats importants très rapidement. Dans tous les domaines. Que ça soit dyslexie, que ça soit TDAH, que ça soit une personne qui est insomniaque, une personne qui a une... Voilà, franchement, comme tous les systèmes sont représentés, il y a des impacts positifs dans tous les systèmes. D'accord. Alors, l'outil qui est utilisé pour le neurofeedback dynamique est quand même assez particulière, puisque c'est composé en fait d'un écran où l'enfant un écran avec un logiciel, et le logiciel est connecté avec l'enfant à travers on pose des capteurs. Voilà, on pose des capteurs, mais qui n'a pas d'impact sur le physique, sur le psychique de l'enfant d'emblée comme ça. Ça fait pas mal, ça, voilà. Mais ça fait son travail, et moi je dirais, c'est quand même assez révolutionnaire comme technique, comme outil en tout cas. Et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir l'association les enfants de la chance qui propose ce type d'accompagnement pour nos enfants à La Réunion.
Et ça vient d'être découvert ou ça vient d'où, ça? C'est canadien. Donc généralement, ils ont une bonne cote au niveau de tout ce qui est thérapie. Oui. C'est canadien, ça existe depuis l'année 2000. Ouais. Donc on a un retour de résultats parce qu'il y a des milliers de praticiens dans le monde entier. Un petit détail que je voulais développer. Donc en effet, il y a des capteurs qu'on pose à des endroits précis sur la tête et ces capteurs n'injectent rien. On est juste en lecture. Ça permet au logiciel de lire ce qui se passe en temps réel, à la microseconde près. Donc il le fait sur 42 fréquences, hémisphère gauche, hémisphère droit, à la microseconde. Donc dès qu'il se rend compte qu'il y a un bug électrique au niveau du neuronal de la personne qui est en séance, ce qu'il fait, son rôle, c'est juste provoquer une micro-coupure du son, de la musique ou du film qu'on est en train d'écouter ou de regarder. Et cette information est envoyée au cerveau, qui lui le prend en considération et que du coup permet de remédier ce flux électrique et donc également de donner un signal lorsqu'il y a un handicap, donc il y a une zone qui est plus importante, mais ça veut dire qu'à cet âge-là, la plasticité, elle est bien neuronale et donc il y a d'autres neurones qui prennent en charge le travail de cette zone, excusez-moi, pour améliorer les compétences. Alors, c'est ce que je dis aux parents. Attention, c'est ma fille aussi. Donc, à 10 ans, elle était loin de tout ça. Ça veut dire que le système améliore selon la propre compétence neuronale de la personne. Ça veut dire qu'il y a toujours des progrès à faire, mais si on a un enfant avec un handicap important, c'est ce que je dis, votre enfant va probablement pas passer votre bac dans 2 ans. Donc on reste quand même dans une réalité des choses, mais ça lui permet d'avoir plus d'autonomie, ça lui permet de mieux gérer certaines choses, ça lui permet d'avancer et de progresser malgré ses limites. Et ça, ce qui est important. Et du coup, qui prescrit le neurofeedback dynamique? Il n'y a pas de prescription, on n'est pas dans le médical. D'accord. Donc ça veut dire que toute personne entend, téléphone, on prend un rendez-vous. La première séance prend 1h30, étant donné que j'explique un peu plus détaillé en quoi ça consiste, à l'enfant, pas avec ses mots. Généralement, je demande si l'enfant est jeune d'amener son doudou, sa poupée pour montrer ce qu'on va faire. Et puis, il est en séance. Il a choisi son petit dessin animé. Il est en séance. Et pour les tout jeunes, la maman ou le papa ils sont confortablement installés dans un canapé. L'enfant est sur le parent. Et voilà, donc la séance en elle-même, une fois qu'on a lancé le logiciel, ça dure 33 minutes. Et pendant ce temps, ça se restructure et ça permet d'avancer. Et la France qui est souvent sceptique à tout, comment elle a accueilli le neurofeedback dynamique? La France, je pense qu'il faut qu'elle fasse aussi partie de ce renouveau, de ces techniques qui arrivent. Et alors moi, si vous voulez, par rapport au métier que j'exerce depuis des années, je me suis occupée d'enfants en difficulté, d'enfants placés dans les familles d'accueil, d'enfants victimes de maltraitance, d'enfants victimes de situations très difficiles depuis leur petite enfance. Donc, vous voyez bien, ils sont marqués déjà au départ de leur vie, et puis c'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir découvert cette technique, cette méthode, je me dis, mais voilà, une technique qui peut aider ces enfants à s'améliorer dans leur futur et d'avoir une autre vision, en tout cas, de leur avenir. Et je me dis que voilà, en France, à La Réunion, pourquoi pas aussi utiliser cette technique. Bon, nous avons la chance par rapport à Madame Albers qu'elle ait pu emmener cette technique ici à La Réunion. Bon, ça va être une première, hein. Voilà, maintenant on est en train de médiatiser, de faire découvrir cette technique par tous les moyens. Enfin, on la connaît, cette technologie en métropole? Oui, c'est connu. Et donc du coup, il y a des praticiens partout dans le monde. Partout. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de nos collectivités, de nos mairies, on explique ce que c'est que la neurofeedback. On explique aussi le projet de l'association des enfants de la chance. Et le département de La Réunion, par exemple, est déjà aussi sur le coup. Ils sont informés et on a déjà des contacts et c'est plutôt en bonne voie. Alors, si vous voyez des enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance,
enfance, qui sont des enfants avec des problèmes mais multiples, de pouvoir les aider, leur donner une chance à travers cette technique. Et si ça marche, tout le monde est plus ou moins satisfait dans la prise en charge de cet enfant. Alors, on ne dit pas que c'est le meilleur système à utiliser, le meilleur outil à utiliser, mais ça peut venir en complémentarité de ce qui se fait dans une prise en charge d'un enfant au niveau de la globalité. Admettons qu'il y a de l'orthophoniste, qu'il y a de la psychomotricité, qu'il y ait des entretiens psychologiques. Bon, tout ça, c'est là, mais rajouter peut-être le neurofeedback dans la prise en charge de cet enfant, je me dis, observons peut-être à terme les résultats, et puis on en reparle après. Voilà, je suis assez, je suis pas pessimiste, je suis assez objective, parce que bon, c'est une technique que j'ai découverte, c'est une technique, alors je vais vous dire, je l'ai essayé, la neurofeedback, pour voir quel est l'impact sur moi-même. Je suis pas spécialement avec un handicap, quoi que ce soit, mais tout individu a dans sa vie des moments où on est un peu surmené, fatigué, machin. Bon, quelque part, ça ramène mes neurones à se reposer, à se requinquer, à repartir. C'est comme si j'avais un nouveau moteur qui me booste pour pouvoir avoir une assise et non pas de me sentir en burn-out ou vous l'avez donc essayé. Oui, je l'ai essayé. Avec les capteurs et tout. Avec les capteurs, j'ai fait mes 10 séances et voilà, parce que c'est vrai que pour bien le comprendre, bien saisir ce que ça peut emmener, on observe les résultats au bout de semaine en semaine et on se dit waouh, super. Alors pour mon bien-être personnel, je dirais que pour moi ça a été formidable. Formidable. Quelque part, vous êtes les pionnières de cette technologie à La Réunion. Oui, voilà. On va le dire comme ça. Et quels sont les avis des spécialistes ? De plus en plus, j'ai un médecin ou une orthophoniste qui me contacte. Pour les enfants. Donc voilà, parce que l'enfant a tellement de difficultés et que le parcours est long et qu'ils en ont entendu parler. Et comme on a dit le moteur, d'une façon un peu plus banale qu'on pourrait comparer, on dit que c'est le turbo qui permet d'ancrer justement tous ces apprentissages à côté. Et tout d'un coup, l'enfant avance. Comme si il était sur un tremplin et ça y est, il y a eu quelque chose qui a pu lui donner un élan. Et cet élan, ils en ont besoin parce que même s'ils ont des situations difficiles, tous ces enfants, parce qu'il y a toute forme de situation handicapante, et il y a particulièrement tous ceux qui rament à l'école et qui se retrouvent... comme on dit, le handicap invisible. Mais ces enfants ont des projets de vie. Et malheureusement, toutes ces lacunes font que ils voient pas le bout, ils n'ont pas... Et voilà, ça leur permet de reprendre confiance en eux et de pouvoir débloquer des apprentissages qui leur permettent aussi d'avancer, mais aussi la manière d'être, le savoir-faire, le savoir-être, qui leur permettent une inclusion et qui leur donnent beaucoup plus de chances de pouvoir réussir leur propre projet de vie. Jamais j'aurais pu parier sur ma fille, quand elle avait 10 ans, qu'aujourd'hui, elle est en formation dans une école, ici à La Réunion, en classe maternelle, car son projet de vie, c'est être aux petits. D'accord, justement, qui est Céleste aujourd'hui ? Alors Céleste aujourd'hui, c'est une jeune fille de 23 ans qui a une très bonne relation avec des jeunes enfants. Et son rêve, c'est pouvoir conjuguer son temps en aidant les petits et le contact avec les animaux. Ça, c'est resté, mais d'emblée. Et je remarque que le projet pilote a pu démontrer que la pérennité de ce projet pilote, bien sûr, c'est Céleste qui l'a guidée. Elle correspond à la carte à ses besoins. Mais des Célestes, il y en a des millions dans le monde parce qu'ils ont, en majorité, sur 99%, tous les mêmes intérêts, les mêmes besoins, les mêmes envies et les mêmes attentions, les mêmes... voilà, donc ce projet, il est universel. Des Célestes, il y en a beaucoup dans le monde, mais toutes n'ont pas eu la même chance que Céleste.
Avoir une mère qui s'investit, qui y croit, qui... Ben, on est là pour partager. Donc, Et voilà. Et l'univers, quelque part, jamais, quand j'ai pris cette décision d'arrêter de travailler, mais jamais j'aurais pu seulement imaginer le tiers du quart de la vie de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, il y a eu un engrenage comme ça qui m'a guidée, qui nous a guidés et qui fait qu'on est à La Réunion et qu'on est là pour partager un projet exceptionnel où tout est réuni sur un même lieu. Et qui m'a permis de rencontrer des personnes. Justement, j'allais venir, comment s'est passée votre rencontre à toutes les deux? écoutez, la rencontre a été vraiment de manière fortuite. On s'est rencontrés dans le cadre d'une réunion de travail au niveau associatif dans le quartier. Donc voilà. Mais enfin, je dois dire, je ne me suis pas mise d'emblée dès le départ dans cette dynamique au sein de l'association. Voilà, on en a discuté, on a pris le temps, mais concrètement, le travail a commencé depuis l'année dernière, dans le courant du entre le mois d'octobre et novembre, et on a commencé les premiers pas, mais concrètement, depuis cette année 2020, et puis le Covid faisant que il y a eu le confinement, on a pu beaucoup, discuter, échanger et travailler sur le projet, travailler sur l'avenir de notre structure sur le sud de La Réunion, et c'est en ce sens où je suis actuellement très impliquée dans les démarches par rapport à cette structure qu'on voudrait voir le jour enfin ici. D'accord. Voilà. Alors là, j'ai votre petit dépliant sous les yeux. Quels sont les genres de difficultés, quel genre de difficultés auxquelles les gens peuvent faire appel au neurofeedback dynamique? Alors là, j'ai pas été clair dans ma question, mais non, vous avez compris. J'imagine, La tournure moi si je réponds à côté, mais oui. Je pense avoir compris. Le neurofeedback dynamique, comme je l'ai dit au départ, personne ne naît sous cloche. Oui. On est tous impactés par notre environnement, par les humeurs, par les relations, et donc ça marque. Et donc c'est valable pour toute personne de 0 au jour de votre mort, et quelle que soit la situation, le neurofeedback répond aux besoins de la personne. Vous avez répondu à ma question. Voilà. L'idée, c'est que le neurofeedback, en fait, amène un bien-être de la personne dans son cheminement. Donc, voilà, pour avoir le bien-être, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, que ça puisse transformer en tout cas quelque chose, que ça puisse aider vers... bien sûr, la personne, elle aura un besoin à un moment donné. Peut-être qu'à un temps X plus 4, il y aura un autre besoin. Donc, c'est de travailler sur ce besoin-là pour arriver à cette, on va dire, situation de changement aussi. D'accord. On précise bien les enfants de la chance 974 parce que les enfants de la chance existent ailleurs. En fait, elle existait en Belgique. Oui. Le fait de prendre la décision, parce que pendant plusieurs années, depuis 2013 jusqu'à 2018, je faisais des navettes entre la Belgique et la Réunion, et je couvrais les deux associations. En 2015, l'association était créée ici, mais déjà, je revenais assez régulièrement, raison 2 fois par an. Et quand on a pris la décision de venir pour pérenniser le projet et donc s'installer définitivement à La Réunion, je me suis dit, je ne peux pas faire maintenant le truc dans l'autre sens. C'est pas possible. Et donc, j'ai clôturé l'association belge. Il n'y a plus que la 974 qui existe. Ce sont les Réunionnaises et Réunionnais qui vous ont convaincu de rester là. Ah, les parents étant assez charmeurs et insistants. Et ils m'ont touchée. Et pour la petite anecdote, à chaque voyage, chaque fois que l'avion décollait et quittait Roland-Garros pour me ramener en Belgique, chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait un morceau de mon âme qui se déchirait et qui restait ici. Je me suis dit, il va falloir trouver une solution pour rassembler les morceaux. Et mine de rien, je sentais que les choses commençaient à basculer vers La Réunion. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une asso qui vit bien. Oui. Qui vit bien, qui est en construction, d'ailleurs...
vu les circonstances sanitaires, bon, c'était un petit peu freiné. Et là, on a de la chance de pouvoir maintenir notre colloque qui a lieu samedi prochain. Oui. Parce qu'on l'a organisé par petits ateliers, donc il y aura maximum 5 personnes, voilà, avec les distances, dans un environnement juste très aéré, voilà, qui permet de respecter la distanciation. Ouais. Et surtout, tout ce qu'on a pu toucher un peu sur tous les sujets ici pendant ce temps de l'émission sera développé durant le colloque qui dure la journée de samedi et qu'il y a encore quelques places. À quel endroit? Au collège de Plateau-Goyave. Oui. À Saint-Louis. À Saint-Louis. Voilà, on reste à Saint-Louis. Et pour lequel il y aura 2 pédagogues, il y aura une psychologue, il y aura Tulsi en tant que représentante de l'éducatrice spécialisée. Oui. Et il y aura moi, bien sûr, qui va expliquer et plus développer l'association et les objectifs et tous les services qui y sont proposés. Parce que je vous ai dit qu'on parle des enfants, mais on parle aussi des familles, des parents, qui parfois c'est pas facile, les enseignants, qui parfois c'est pas facile, et on les accompagne à travers des formations, à travers une oasis de bien-être également, où ils puissent aussi profiter de techniques qui leur permettent de se recharger. Et voilà, donc tout ça sera développé en long et en large samedi prochain. On peut vous contacter? Oui, bien sûr, au 06 92 94 96 62. On répète le numéro 06 92 96 94. Oh là là, je ne sais plus maintenant. 96 94 82, non? C'est ce que vous avez dit? Oui, 96. Euh, La flèche. et on... Non, on dirait que c'est le 94 96 62. Voilà, J'ai merci vu de marquer. le mettre dans l'ordre. D'accord. Ouais. On va répéter ça calmement. 06 92. Le 06 92 94 96 62. Oui. Voilà, ça c'est le bon numéro. Il y a le mail lesenfantsdelachance @gmail.com. Il y a notre site www.lesenfantsdelachance.org et l'adresse Facebook Les Enfants de la Chance Les Enfants de la Chance, tout simplement, 974. Juste peut-être Oui. vous rappeler que l'association effectivement elle existe aujourd'hui, donc je vous parlais tout à l'heure de pouvoir monter en tout cas la structure, un espace pour pouvoir accueillir ces enfants en prise en charge, en termes d'aide, voilà. Et donc nous sommes à la recherche d'un espace, d'un terrain. Et nous faisons appel aux mairies qui pourront nous écouter, qui entendront notre message. On a besoin d'un terrain qui soit assez grand. Pourquoi? Parce que sur ce terrain, il y aura un espace dédié à tout ce qui est permaculture, dédié aux animaux, dédié aussi pour recevoir les parents. Il y aura aussi un service de formation pour des jeunes qui viendraient en formation sur le centre. Et donc, vous voyez bien, avec tout ce que je viens de vous énumérer, il est important, il est nécessaire pour qu'on puisse vraiment réaliser ce projet, qu'on puisse avoir ce terrain que nous recherchons. Alors bien évidemment, nous habitons sur Saint-Louis, nous souhaiterions effectivement que peut-être cet espace puisse se trouver sur Saint-Louis. Donc on est en contact avec la mairie, on n'a pas encore de réponse, mais c'est vrai que si les mairies de la proximité, Saint-Pierre, l'Étang-Salé, les Avirons, peuvent aussi nous contacter pour ce projet, nous sommes... Vous avez déjà rencontré les institutions telles que les mairies et les collectivités? On démarre maintenant que le Doucement. Covid se calme un petit peu, Oui. malgré les grandes prudences encore à mettre en place. On commence à pouvoir établir des rendez-vous et pouvoir les rencontrer. Très bien, merci mesdames d'être venues ici dans les studios. Et je rappelle qu'il y aura donc un rendez-vous qui est fixé ce samedi au Plateau Goyave. Au partir de collège, 9h15, au collège du donc Plateau-Goyave. au collège du Plateau-Goyave. Là, l'accueil a lieu à partir de 9h15. Le colloque lui-même démarre à 10h précises. Et c'est tout au long de la journée jusqu'à 17h30. Alors, oui, allez-y. Nous rappelons que pour le colloque, il faut réserver les places,
puisque bon, ça n'est pas gratuit, c'est comme ça, c'est voilà, il y a une organisation. Et donc au niveau du coût, je crois que c'est 49 € pour les personnes pour la journée, parce que bon, il y a le repas, le petit déjeuner, Oui. tout est compris dedans, avec bon toute l'organisation. Les places sont limitées, on sera à 30 personnes, donc on a déjà pas mal d'inscriptions. Voilà, il nous reste quelques places. Nous sommes début novembre au moment où nous enregistrons cette émission qui sera donc rediffusée. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous, d'autres colloques bientôt? Alors, il y a un prochain colloque qui est prévu au mois de février. On va d'abord faire celui-ci. D'accord. Mais on reviendra avec plaisir pour en parler pour le second. Ok, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci mesdames. Je vous remercie et Merci à merci vous. aux éditeurs et aux téléspectateurs. Bonne chance pour la suite, à bientôt. Merci.